Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Candace Owens traduite en français. Félicitations à elle pour le succès de son émission et bravo à vous, car vous êtes aussi les responsables de ce succès. Voici l'épisode du 6 novembre 2025. Bon visionnage. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Parce qu'aujourd'hui, c'est évidemment un jour de célébration. Oui, au cas où vous l'auriez manqué, nous sommes officiellement devenus le podcast numéro 1 au monde. Pas seulement en Amérique, d'accord? Pas en Europe non plus. Je parle bien du monde entier. Et les rageux restent énervés. Les rageux restent très énervés sur Internet, sur X aujourd'hui. C'est juste de la folie. Je veux dire, les influenceurs sionistes chrétiens font ce truc où ils m'attaquent parce que je dis la vérité sur quelque chose. C'est tellement étrange, je ne sais même pas comment réagir à ça. Je vais faire de mon mieux ici. Ils donnent tous leur avis, ils commentent et ils disent que c'est faux à propos de quelque chose qui est littéralement vrai. C'est littéralement vrai. Je l'ai vécu. C'est tellement étrange. C'est comme s'ils essayaient d'effacer ma propre mémoire et d'effacer mes propres emails que je possède. Bien sûr, avant de parler d'eux, nous allons d'abord couvrir les moments forts, les moments les plus viraux de l'interview très attendue avec Erika Kirk sur Fox News avec Jesse Waters. Alors, commençons. Bon, avant tout, bienvenue dans le podcast numéro 1 au monde. C'est ici, vous êtes ici, nous sommes tous numéro 1 dans le monde. C'est en tendance sur Twitter. C'est tellement excitant, regardez ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Le podcast de Candace Owens atteint la première place mondiale et le meilleur, c'est que c'est sans promotion. Ce qui veut dire que depuis le lancement de ce podcast il y a 1 an et demi, nous n'avons pas dépensé un seul dollar en publicité, d'accord? Parce que nous ne pouvions pas le faire. Startup, j'ai été licencié. Les choses allaient mal. C'était vraiment mauvais. Et pourtant, nous sommes le podcast numéro 1 au monde. Grok le résume ainsi. Je vais le lire. La commentatrice conservatrice Candace Owens a annoncé jeudi que son podcast indépendant Candace a atteint la première place du classement mondial selon les données de Podscribe. Suite à son départ du Daily Wire en 2024, elle attribue cette croissance organique aux critiques, aux défis juridiques, y compris une plainte en diffamation du président français Emmanuel Macron et de la première dame Brigitte Macron, ainsi qu'à la résilience de sa petite équipe. Owens attribue cette réussite à une intervention divine malgré les attaques médiatiques continues. Vérifié. C'est tout simplement vrai. Tout cela est très vrai. Je suis tellement excitée. J'aimerais remercier tout le monde sauf l'Académie parce que c'est que la matrice me déteste. Je ne gagnerai probablement plus jamais de distinction. Je ne serai sans doute plus jamais invitée à un événement sur tapis rouge. Mais ce n'est pas grave car je n'ai jamais été aussi heureuse. Et il y a tellement de personnes à remercier. C'est vrai. Nous devons remercier Brigitte et Emmanuel Macron pour cette plainte mal avisée. Évidemment, j'ai l'impression que cela a déchiré la réalité et rendu les choses encore plus mondiales qu'elles ne l'étaient déjà. Je voudrais remercier Kanye West. Autrefois Kanye West, il est maintenant Yeah pour la chanson Power, car cette chanson m'a vraiment fait comprendre qu'il faut arrêter d'écouter ses détracteurs. Il faut aussi comprendre que l'on a besoin des détracteurs pour trouver l'inspiration de continuer. Quand quelqu'un te dit que tu ne peux pas être quelque chose ou que tu dois être quelque chose, tu dois te défendre. Il faut avoir le courage de dire « Je sais que la foule fait cela, mais moi, je ne le fais pas. » Et c'était moi quand je ne voulais plus faire le truc pro-Israël. Bien sûr, comme toujours, je remercie Ben Shapiro, je remercie Jeremy Boring, je remercie la direction d'avoir compris avant moi que je devais être licencié. Merci de m'avoir licencié. Et merci pour la publicité faite autour de ce licenciement. Andrew Klavan, Christ est roi. Merci beaucoup. Tu es un héros à mes yeux. Tucker Carlson, je ne sais pas, je pense que je devrais vous remercier car beaucoup de choses sont arrivées à cause de ce que pensaient les gens. Nous complotions en coulisses et ne l'avons jamais fait. Merci Tucker Carlson pour les semaines de vacances que j'ai quand les médias s'en prennent à vous plutôt qu'à moi. Maintenant, c'est plus ou moins assemblé. C'est Tucker Carlson et les ondes de caméra. Mais merci. Je tiens à remercier l'Australie. Nous vous voyons, Australie. Tony Burke, merci de nous avoir interdit l'entrée dans tout un pays alors que je n'y suis pour rien. Je n'ai absolument rien fait et pourtant je suis banni. Et devinez quoi? Tu dois m'écouter de toute façon. Ha ha ha, Tony Burke. OK, mais en réalité, il faut aussi évidemment remercier cette équipe incroyable. Très petit.
Elle est restée petite. Nous ne sommes que 4 à travailler sur le podcast au quotidien. Savannah qui porte de nombreuses casquettes, Chris au montage, Marc qui fait du mansplaining et qui est aussi notre réalisateur, et Skylar, le producteur, qui doit gérer mes textos délirants toute la nuit parce que mon cerveau part dans tous les sens. C'est vraiment un tout petit moteur qui continue d'avancer et c'est pour ça qu'on est vraiment résilient. On a vraiment besoin d'embaucher plus de monde et vous n'aurez toujours pas de fenêtre là-dedans. Je veux juste que ce soit clair. Je ne veux pas qu'il s'emballe trop. Il n'y aura jamais d'espace pour respirer dans la régie. Et oui, évidemment, ça a été une année incroyable et je suis surtout reconnaissante envers mon mari qui a réussi à faire tourner toute une entreprise de podcast. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il gère tout ça. Il n'a même pas le temps de regarder l'émission et il passe son temps à éteindre des incendies. Je n'aurais jamais pu faire ça sans vous tous qui m'avez soutenu. Mais c'est bien d'être simplement honnête et c'était vraiment une année éprouvante, surtout en réalisant maintenant plus que jamais cette histoire de conservatisme. Qu'est-ce que le conservatisme? Le Parti républicain traverse une période particulière. Je ne veux pas être attaché au Parti républicain et je veux pouvoir dire quelque chose contre les démocrates et les républicains. Et c'est ce que nous faisons. Nous disons la vérité. Nous allons continuer à dire la vérité. Et nous sommes très enthousiastes aujourd'hui. Et l'une des choses sur lesquelles nous disons la vérité en ce moment et pour laquelle mes détracteurs disent, c'est parce que tu parles de Charlie Kirk. Vous savez, vous changez d'avis tous les mois. D'abord, c'était « Oh, c'est à cause de l'affaire Brigitte Macron. Oh, c'est à cause des Kamala Chronicles. Oh, c'est à cause du procès intenté par Blake Lively. » Le dénominateur commun ici, c'est que je cherche la vérité. Et je pense que les gens commencent à comprendre que je cherche sincèrement la vérité et que je me fiche des ennemis que je me fais en chemin. Et évidemment, je me fais beaucoup d'ennemis en ce moment pour une raison ou une autre en enquêtant sur l'assassinat de Charlie Kirk et les mensonges qu'on nous raconte. Bref, passons à Erika Kirk. Évidemment, c'était une interview très attendue. Je pense qu'on ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Je ne sais pas pourquoi je pensais que ça allait être plus axé sur l'enquête. Et évidemment, avec le recul, ce n'était pas du tout le cas parce que c'est Fox News et Fox News ne va pas mener une enquête approfondie. C'était plutôt pour lui donner une tribune, pour parler de la façon dont les choses ont changé pour elle, de l'évolution de Turning Point USA, de ce que cela fait d'être à la tête de l'organisation et de ses réflexions sur l'avenir de cette organisation. Et lui, je parle de Jesse Waters, qui a animé cette discussion, l'a également suivi lors de l'événement qu'elle a organisé avec J.D. Vance à l'Université du Mississippi. Aujourd'hui, des gens du monde entier ont évidemment été touchés par l'engagement d'Erika envers sa foi chrétienne. La force, bien sûr, qu'il lui faut pour s'occuper de ses enfants, prendre soin d'elle-même et en plus diriger cette immense entreprise tout en étant en deuil. C'est ça. Et c'est justement l'une des choses qui a le plus marqué beaucoup de gens. Mais je dirais que c'est le message chrétien qui a le plus marqué les esprits lorsqu'elle est montée sur scène et qu'elle a dit « Je lui pardonne ». Quasiment instantanément. Je veux dire, je ne sais pas, la cérémonie commémorative n'a eu lieu que dans 10 ou 11 jours après son assassinat. Je crois que c'était même moins, peut-être le 19, 9 jours après son assassinat. Oh, désolé. Le 21, on me l'a expliqué dans l'oreille. Merci, Marc. Alors, Jessie lui a demandé quels ont été les moments les plus difficiles qu'elle a traversés en devenant veuve. Et elle a partagé que la nuit est le moment le plus difficile. Elle a aussi partagé son expérience concernant les émotions d'être veuve comparées à celles que d'autres veuves peuvent ressentir lorsqu'elles sont confrontées à une perte soudaine. Et voici ce qu'elle avait à dire. Écoutez bien. C'est tellement facile de se retrouver dans une position où l'on ressent des regrets quand on perd quelqu'un qu'on aime. Et j'ai essayé de lire un livre de C.S. Lewis parce qu'il a perdu l'amour de sa vie. Il n'a été marié avec elle que pendant 4 ans. Ça s'appelle A Grief Observed. C'était un livre très difficile à lire. Non pas parce qu'il parlait du deuil, mais parce que dans les premières pages, il expliquait à quel point il était en colère contre Dieu. Je n'ai jamais ressenti ça. Jamais je n'ai été en colère, cela n'arriverait jamais. Jamais je n'ai demandé « Pourquoi, Seigneur, me fais-tu traverser cela? Pourquoi me mets-tu à l'épreuve? Pourquoi fais-tu cela? » Parce que Dieu est tellement, et il est tellement souverain. Et je sais qu'il utilise tout
même ce que l'ennemi avait prévu pour le mal. Et je n'ai absolument aucun regret, vraiment aucun, à ce sujet. Alors, quand j'ai vu ce moment, je pensais simplement à moi-même et à beaucoup d'émotions et de deuil que j'ai vécu et toutes les émotions que j'ai partagées avec vous, ainsi que la colère que j'ai ressentie. Et je veux être très claire, je ne suis pas l'exemple qu'elle donne. Je n'aurais jamais pu, et je sais que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, je n'aurais jamais pu pardonner à Tyler Robinson, peu importe le rôle qu'il a joué dans cette histoire. Et évidemment, je dis peu importe le rôle qu'il a joué dans cette histoire, parce que je ne crois pas qu'il ait été la seule personne impliquée. Je ne pense même pas que ce soit la personne qui a tué Charlie Kirk. Mais même si vous croyez toutes ces choses, je n'aurais jamais pu me retourner et lui pardonner aussi rapidement. C'est ça. Et je n'ai même pas encore assimilé tout ça. C'est certain, quand j'ai prié à ce sujet, j'ai posé énormément de questions à Dieu et oui, elle a absolument raison dans ce qu'elle dit et ce qu'elle transmet. Elle nous transmet l'enseignement biblique sur ces sujets. Mais je ne pouvais pas ne pas ressentir ça. Et donc, je me remettais en question en écoutant, c'est comme, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à pardonner? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à... Ou plutôt, pourquoi est-ce que je me pose des questions et que je demande pourquoi faire ça à quelqu'un d'aussi jeune? Je veux dire, même mon père, d'ailleurs, a été tellement bouleversé. Il a rencontré Charlie à quelques reprises, mais il a été tellement bouleversé par l'assassinat de Charlie que cela lui a fait dire « Je veux être » et mon père m'a dit ceci « Je veux être un grand-père et un meilleur père parce que je me regarde et je suis plus âgé et je n'ai pas vécu une vie aussi admirable que celle que Charlie a menée. » Mon père m'a littéralement dit ça au téléphone. Et ça me fait me demander pourquoi lui. Pourquoi cela est-il arrivé à Charlie Kirk? Et oui, je ne sais pas. C'est un peu ce à quoi je pensais. Je me disais, wow, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que j'ai ressenti toutes ces choses-là? Elle a eu la sagesse de ne pas passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Ou plutôt, je ne devrais pas dire ne pas passer par là, mais ne pas se focaliser là-dessus. Je ne pourrais pas aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, dire je pardonne à Tyler Robbins. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive tout simplement pas. Et je pense que si je m'auto-évalue et que je suis très critique envers moi-même en ce moment, c'est parce que je ne peux pas pardonner tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, je ne sais pas ce que je pardonne tant que je ne sais pas ce qui s'est passé. Et cela va peut-être nous amener à ce dont nous allons parler plus tard, où elle répond à la question, en fait, on va y venir tout de suite, de savoir si elle croit ou non qu'ils ont attrapé le véritable meurtrier de Charlie Kirk, n'est-ce pas? Est-ce que tu le crois? La personne que nous avons en garde à vue, est-ce la personne qui a appuyé sur la gâchette? Est-ce la seule personne qui a appuyé sur la gâchette? Quoi qu'il en soit, je veux que vous l'entendiez directement d'elle et non pas que je résume ou répète ce qu'elle a dit. C'est devenu viral à cause de ce qu'elle n'a pas dit, pour être honnête avec vous. Écoutez plutôt. Pensez-vous qu'ils ont attrapé le meurtrier de votre mari? Ce dont je suis tellement reconnaissante, c'est que nous avons la chance d'avoir l'une des équipes les plus incroyables, compétentes et attentionnées pour cette affaire. Je ne souhaiterais à personne, vraiment à personne, de devoir traverser ce que nous traversons actuellement, avoir vu le rapport d'autopsie, avoir vu les différents, les détails, les éléments. Tout cela est vraiment difficile à supporter et à accepter. Les éléments de preuve qui ont été collectés. J'ai confiance en notre équipe. Donc ce n'est pas un simple oui ou non. Et cela pourrait sous-entendre qu'elle fait confiance à l'équipe pour trouver plus d'éléments, obtenir des réponses, ou, si ce n'est pas le cas, pour le lui dire. Quelles sont les vraies réponses? Et je pense que c'est pour ça que cela devient viral, parce que les gens se demandent, d'accord, croit-elle vraiment que Tyler Robinson a agi seul? Et évidemment, Jessie ne va pas la pousser sur ce point, car cela aurait probablement ressemblé davantage à un interrogatoire plutôt qu'à une simple discussion sur certains de ces sujets qui sont sans doute difficiles à aborder en général. Mais j'espère que ce qu'elle sous-entend, c'est qu'elle fait confiance à son équipe pour faire preuve de toute la rigueur nécessaire. Elle dit qu'elle a vu le rapport d'autopsie, qu'elle a vu certaines choses. Évidemment, aucun d'entre nous n'a vu le rapport d'autopsie. Et je ne sais pas.
Je ne savais pas quoi en penser. Est-ce qu'elle veut dire qu'il y a plus d'informations qui vont sortir? Est-ce une sorte de présage que d'autres choses vont être révélées et que tout deviendra clair? Je l'espère, vraiment. Parce qu'en ce qui concerne ce que le public a vu jusqu'à présent, je dirais que rien n'a été convaincant et j'essaie d'imaginer ce qu'il pourrait avoir que le public n'a pas vu et qui pourrait être une sorte de preuve irréfutable. Et en théorie, ce seraient les images, non? Tyler Boyer a dit que nous avons des images en 4K, tout ce matériel quand il tweetait. Et de la même manière, ce n'était pas l'université, mais quelqu'un d'autre qui disait que, vous savez, chaque angle, chaque zone de l'université est couverte. Leur excuse pour ne pas montrer cela au public était qu'ils ne voulaient en aucun cas que cela ait un impact sur l'affaire. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Cette excuse n'a jamais eu de sens pour moi. En fait, j'imaginerais que lorsqu'il y avait une chasse à l'homme en cours, avant même de penser à l'affaire, mais plutôt en pensant à la sécurité des gens, cela aurait été le bon moment pour diffuser des images claires de l'individu. Mais c'est possible. Il est possible qu'ils aient de véritables images claires de Tyler Robinson sautant sur le toit et tirant le coup de feu. Tout cela est possible. Donc il va simplement falloir attendre et voir ce qu'il en est. Maintenant, je vais dire personnellement et peut-être même égoïstement, probablement égoïstement, encore une fois, je suis déchue. Je suis très déchue, évidemment. J'étais extrêmement enthousiaste qu'elle réponde enfin à l'insinuation catholique à sa manière. Évidemment, ce n'était pas une question directe ou quoi que ce soit. Mais deux choses se sont produites ici. Il y en a une que vous n'avez probablement pas remarquée, c'est qu'il y avait un prêtre derrière Jesse et Erika alors qu'ils marchaient en coulisses lors de l'événement de l'Université du Mississippi dont ils étaient les têtes d'affiche. Il y avait un prêtre. Regardez dans le coin là-bas. Je reconnais un prêtre érudit quand j'en vois un. Oui, c'est le même prêtre qu'elle a emmené avec elle à l'hôpital quand Charlie a été blessé par balle. Et je ne sais pas. Je maintiens que je pense que cela pourrait être le cas, qu'il s'agissait de plus que de l'architecture. Et au cas où vous n'en seriez pas encore là, en plus de cela, le prêtre a été aperçu en coulisses, il voyage avec Erika et elle parle de l'affection de Charlie pour Saint Michael. Écoutez. Quand on a commencé à sortir ensemble, je lui ai demandé « Pourquoi tu ne portes pas de croix ?» Il est genre « Pourquoi ? Tu dis être chrétien, mais tu ne portes pas de croix. » Je me suis dit « Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Je ne suis pas un passionné de bijoux. » Je me suis dit « Je comprends. » Alors, pour son premier anniversaire, je lui ai offert cette croix. Et puis, au fil du temps, j'y ajoutais toujours différentes médailles. Et donc, il a toujours aimé Saint Michael. Et ainsi, oui, chaque fois qu'il l'enfilait, il avait l'impression que c'était à lui, que c'était son armure. On a terminé, les gars. Il se sentait comme saint. Michael était son armure. D'accord. Je tenais à le souligner car, avec le recul, je suis de plus en plus stupéfait et révolté par la méchanceté, la cruauté et le caractère inutile de certaines personnes. Toutes ces vidéos que les gens ont faites alors que je n'en parlais même pas comme si c'était quelque chose d'important. Je faisais une vidéo hommage à Charlie en disant que nous espérions tous qu'il franchirait le pas et deviendrait catholique sans donner aucun détail. Et la chose suivante que j'ai su, c'est qu'une opération d'influenceurs chrétiens sionistes s'est lancée contre moi pendant que j'étais en état de traumatisme et de deuil en affirmant que ce n'était pas vrai. Et je ne pense pas qu'aucun d'entre eux ait fait de vidéo depuis pour clarifier que non. Il semble que Candace disait la vérité, parce que qui se soucie de la vérité quand on peut simplement se moquer de Candace? Mais je trouvais que c'était une façon très naturelle de réagir à cela. Et tu sais, elle ne va probablement pas nous en dire plus, parce qu'elle n'est pas obligée de le faire. Comme je l'ai dit depuis le début, il ne s'est pas converti au catholicisme, mais il est simplement normal pour nous de dire la vérité sur l'endroit où il en était dans son parcours spirituel. Je ne comprends pas pourquoi c'est un si gros problème, à part simplement détester les catholiques, ce qui est ce que je ressens beaucoup en ce moment. Et il y a eu tellement de mensonges qui ont été racontés et nous allons en aborder d'autres plus tard. Et ce qui me frustre avec les gens qui prétendent se soucier de Charlie, c'est qu'ils colportent de petits mensonges ridicules, ce qui n'a aucun sens pour moi. Bref, pour revenir à l'interview d'Erika, on lui a posé directement la question et c'est probablement le moment le plus viral de l'entretien. Sur ce qu'elle ressent personnellement à propos des théories du complot qui circulent concernant son meurtre, et voici sa réponse. Il y a d'autres théories qui circulent au sujet de l'assassinat de Charlie. Oui. Comment cela vous fait-il sentir?
Quand tout est arrivé, mon téléphone s'est éteint et est devenu un trou noir. Je ne l'ai tout simplement pas rallumé pendant des semaines. Je me suis volontairement isolée parce que j'ai besoin de protéger mon cœur. Et je dois être là pour mes enfants. Et je dois être là pour Turning Point. Et ce que j'ai compris à travers tout cela, c'est que chacun fait son deuil différemment. Tout le monde essaie de comprendre, et je ne leur en veux pas. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment quelqu'un peut-il devenir aussi radicalisé au point de justifier cela dans sa propre tête? Nous venons de perdre l'une des plus grandes voix de notre génération. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Tout le monde essaye de comprendre cela. Et je respecte cela. Mais là où mon cœur demande un peu de grâce, c'est pour ceux qui étaient présents ce jour-là. Ils doivent revivre cela chaque jour. Il n'est pas mort dans un accident de voiture. Il n'est pas mort d'un cancer. Il a été assassiné. Et la différence entre cela et les assassinats précédents dans ce pays, c'est qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'IA. Je ne peux pas vous dire combien de fausses images circulent à propos de tout cela. Et encore une fois, ma seule demande est simplement de prier, de réfléchir et de penser à tout ce que vous publiez en ligne, car cela aura un impact sur ces enfants à l'avenir. Je veux que mes enfants puissent aller sur Internet un jour, quand ils seront plus grands, et voir des choses. Nous essayons tous de traverser cette épreuve à notre manière, et j'apprécie cela, mais un peu de bienveillance serait la bienvenue. Je pense donc que c'est une réponse pleine de grâce et une demande tout aussi bienveillante d'affirmer, avant tout, que les gens font cela parce qu'ils tiennent à lui et qu'ils tiennent à Charlie. Et puis, il s'agit aussi d'un événement traumatisant que le monde entier a vécu. Et puis, si Internet enquête, c'est aussi parce que les autorités fédérales ne le font pas. Et non seulement ils n'enquêtent pas, mais en plus, ils racontent des mensonges assez évidents, non? Le premier étant qu'il aurait été touché par une balle de 30,06 et qu'il aurait arrêté la balle. Alors que dans des circonstances normales, cela l'aurait décapité. Une balle de 30,6 décapiterait quelqu'un. Et parce qu'ils ont été tellement ridicules, ils essaient ensuite de nous manipuler en disant que nous déshonorons l'héritage de Charlie. Les gens campent sur leur position parce que spirituellement, c'est bouleversant de voir une chose pareille et ensuite qu'on nous dise qu'il n'y a rien à voir. Maintenant, voici ce que je dirais à propos de sa demande de prendre en compte les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Les personnes qui étaient là ce jour-là ont vécu un traumatisme parce qu'elles ont vu Charlie Kirk mourir ou peut-être qu'elles ne l'ont pas vu mourir. Peut-être qu'elles l'ont vu se faire tirer dessus, entendu le coup de feu, qui sait exactement ce qui s'est passé. C'est là que ça va être vraiment difficile pour Erika d'être à la fois PDG et veuve, n'est-ce pas? Parce que la communication qui sort de Turning Point USA, donc là c'est Erika en tant que PDG et présidente, a tout simplement été inacceptable, non? On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas dire, bon, tout le monde, on va continuer. Et tu sais, Mikey va remplacer Charlie lors de sa convocation Liberty, son événement Liberty qu'il organise, qui sera complet. Et les gens de Turning Point USA qui sont directeurs de la foi vont te dire que Mikey a ce qu'il faut. Voilà ce que c'est, blablabla. Et puis Mikey va raconter des histoires sur ce jour-là. Il va passer dans une émission plusieurs fois. Andrew va en parler. Tout le monde va en parler. Et ils ne veulent pas parler des sujets qui nous tiennent à cœur. C'est ça, avoir un podcast, n'est-ce pas? On ne peut pas souhaiter la gloire uniquement sur commande. C'est un peu le truc de Meghan Markle, non? C'est de cela que nous parlons. Et je demande à Mickey McCoy de prendre cette décision. C'est comme si tout le monde voulait être célèbre jusqu'à ce que tu le sois, d'accord? Nous voulons du respect de notre vie privée maintenant. Eh bien, ça ne marche pas vraiment comme ça. Tu ne peux pas dire « je veux t'épouser et je veux être une princesse », puis devenir une princesse. Et ensuite dire « eh bien, en fait, je ne veux pas être une princesse », n'est-ce pas? C'est un peu même, il faut choisir l'un ou l'autre. Donc, s'il y avait des personnes clés qui ont été tellement traumatisées ce jour-là qu'elles ont eu besoin de s'éloigner, je veux dire, moi-même, j'ai dû partir 2 semaines pour rassembler mes pensées à propos du traumatisme que j'ai vu en regardant cela. Beaucoup de gens que je connais ont dû faire des pauses. J'ai dû retirer l'émission de l'antenne pendant quelques jours et ils avaient juste besoin de temps pour digérer tout ça. Ça aurait été un peu différent.
En fait, c'était presque comme s'ils n'avaient eu besoin d'aucun temps pour digérer et qu'ils étaient un peu agacés que le reste du monde ait besoin de temps pour digérer. Et puis, les choses qu'ils nous disaient étaient des mensonges. Nous avons pu réfuter factuellement certaines choses qu'on nous disait. Et puis, il y a des gens comme Tyler qui est mis en avant ici, Tyler Boyer, que j'apprécie, je veux dire, t'es le président et le PDG. Moi, Tyler Boyer est un déviant sexuel, n'est-ce pas? Pourquoi devons-nous, parce qu'il était à l'hôpital, lui accorder de la clémence? Mais c'est comme, non, c'est l'entreprise. C'est maintenant ce qui est à la tête de l'entreprise. Charlie n'est pas là. Nous voulons nous assurer que cette entreprise va s'engager pour la vérité. Nous voulons nous assurer que cette entreprise ne va pas nous dire que nous ne pouvons pas nous soucier de ceci ou ne pas nous concentrer sur cela parce que nous devons décider si c'est toujours la même entreprise. C'est ce que ça veut dire, non? Est-ce toujours la même entreprise? Et donc, je pense qu'avec l'affaire McCoy, tout le monde voulait une scène jusqu'à ce que tu aies une scène, d'accord? Et les gens ont commencé à dire mensonge, 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 n'est-ce pas? Par exemple, Alex Clark voulait faire le truc du Wall Street Journal jusqu'à ce qu'il soit pris dans ce petit mensonge. Et c'est comme, pourquoi tu dis ça à propos des catholiques? Ce n'est pas vrai. OK, prends la scène ou ne la prends pas, mais il ne peut pas y avoir de juste milieu. Et puis soudainement, quand le public se retourne contre toi, je ne veux plus être sur scène. Ce serait ma réponse à cela. Et je n'ai aucune sympathie pour Rob McCoy. Je n'ai aucune sympathie pour Mikey McCoy. Je n'ai aucune sympathie pour Tyler Boyer. Oui, je pense que dire la vérité est quelque chose de très facile à faire quand on a un micro. Et si tu ne veux pas dire la vérité, ça te rend juste plus suspect. Et je peux t'en donner un exemple. Il y avait un gamin qui portait du verre à cet événement de l'UVU, non? Il avait l'air un peu louche. Il y avait plein de rumeurs. On a reçu plein d'emails, mais je n'en ai jamais parlé dans l'émission parce que je ne pensais pas qu'il y avait quoi que ce soit d'autre que le fait qu'il avait l'air un peu louche dans un sweat à capuche vert. Et je crois que c'était hier, Sam Parker a dit « Qui sont ces gars ?» Et je n'arrive pas à avoir une image claire de cette personne. Je lui réponds alors « Voici une image claire de cette personne. » La personne qui portait réellement le sweat à capuche vert a alors répondu très rapidement. Il dit « C'est moi. Désolé, je m'habille bizarrement. Je crois qu'il est dans l'équipe de foot à l'UVU. » Et c'est tout. C'est fini. Et plus personne ne parle du sweat à capuche vert. Le voilà, Colby Sessions. Salut les gars, c'est moi. Mon coéquipier et moi, on était juste sur le campus pour manger et passer à l'événement. On porte toujours des trucs bizarres comme ça. Désolé les gars, c'est tout. C'était facile, non? Tellement facile, il n'est pas du genre « je suis une victime, appelez un avocat ». Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait posé une question. Je n'arrive pas à croire qu'il y ait de l'intérêt pour cet événement où un assassinat a eu lieu. Non, les gens posent des questions parce qu'ils sont bien intentionnés et il revient simplement répondre et c'est fini. Voilà à quel point c'est facile, à quel point c'est rapide, à quel point c'est indolore quand on dit simplement la vérité. Et je n'ai tout simplement pas l'impression que quoi que ce soit qui aurait été facile à clarifier l'ait été. Et ça ne peut pas être parce qu'ils sont en deuil, parce que ils étaient de nouveau sur pied le lendemain, tout excités, partageant des souvenirs et parlant en détail de ce qui s'était passé ce jour-là. Donc, à part les parties qui nous intéressent, je ne sais pas, ça ne me convainc pas. Bref, si vous voulez regarder cette interview en entier, vous devriez vraiment le faire. C'est disponible sur Fox News Primetime, Jesse Waters. Et c'est tout ce qu'on va dire là-dessus. On va faire une courte pause et ensuite on va parler de certains influenceurs sionistes chrétiens. Très bien, commençons par un petit échange que j'ai eu en ligne avec Alibeth Stuckey. Je vais d'abord commencer par dire quelque chose de positif sur Alibeth Stuckey parce que l'une des choses sur lesquelles je travaille, c'est d'être beaucoup plus mesurée quand quelque chose m'énerve. Et je me rends compte que sur ce sujet en particulier, j'ai juste instantanément envie de sortir les grilles. Et il y a beaucoup de choses formidables à propos d'Ali Stuckey. J'ai d'ailleurs travaillé avec Ali Stuckey lors de différents événements. J'ai discuté avec Ali Stuckey. Elle est venue plusieurs fois sur mon podcast. Elle a été panéliste quand j'étais au Daily Wire. C'est à cela que je fais référence. Elle a débattu avec mon mari avant que je sois catholique. Ils ont eu une très bonne discussion et elle a toujours été très gentille. En coulisses, je vous dirai toujours s'il y a des ragots, mais il n'y en a pas sur Ali Stuckey. Elle a toujours été une personne vraiment adorable. Et surtout parce que quand je suis arrivée dans l'industrie et que les gens se moquaient de moi pour toutes sortes de raisons, elle m'a en fait invitée dans son émission et a eu une vraie conversation avec moi. Plutôt que de simplement suivre le mouvement,
Donc oui, si j'en parle, ce n'est pas parce qu'Ali est une mauvaise personne. J'en parle parce qu'en réalité, c'est elle qui parle de moi, de façon subtile, en sous-entendant ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il est juste que quand des gens adoptent ce genre de comportement, j'ai le droit de répondre. D'une façon ou d'une autre, les gens ont le droit de parler de moi. Et puis, quand je réponds, certains, ils se mettent à dire « Je soutiens un tel ». Je me dis « De quoi parlez-vous » Je fais que répondre à quelqu'un. Pour moi, ce sujet, Charlie Kirk, qui l'a tué, il n'y a pas un seul sujet politique sur cette planète qui me tienne plus à cœur. D'accord. Pour moi, il n'y a que l'assassinat de Charlie Kirk qui compte, rien d'autre. Et après son assassinat, les gens ont été carrément odieux avec moi. Vous avez vu que ce n'était clairement pas spontané. C'était ce besoin étrange d'affirmer son héritage en tant que sioniste chrétien. D'ailleurs, je n'inclus absolument pas Ali dans la catégorie des gens carrément odieux. Mais elle faisait partie de ceux qui, selon moi, ont jeté une ombre inutile sur mon récit à propos de sa curiosité envers le catholicisme. Et c'était inutile, je dirais, simplement parce qu'elle aurait pu m'envoyer un message. Elle a mon numéro. C'est l'une des choses que Matt Walsh a récemment dites. Il considère cela comme une véritable forme de déloyauté. Quand tu as accès à une personne, mais que tu préfères utiliser ta plateforme pour dire quelque chose à son sujet alors que tu pourrais simplement demander des explications, non? Elle aurait pu m'envoyer un message et dire « Hey, je n'ai jamais entendu parler de Charlie s'intéressant au catholicisme. » Et je lui aurais dit en privé « Oui, il allait parfois à la messe, parfois même tous les jours. Il y allait le dimanche. Il est mort avec un pendentif, mais cela ne s'est pas produit. Quoi qu'il en soit, elle a dit être amie de Charlie Kirk. Elle a travaillé avec lui pendant des années. Tout cela est vrai. Nous sommes des alliés naturels parce que nous sommes engagés à vouloir qu'il y ait justice et que nous sommes tous les deux sincèrement bouleversés par le fait que Charlie ne soit plus là, de ne pas voir où Charlie était censé aller dans sa vie, que sa vie ait été écourtée dans les circonstances les plus traumatisantes possibles. Mais j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne veulent utiliser leur plateforme que pour réfuter quelque chose que je dis et qu'ils pensent être faux, même lorsque j'apporte la preuve que c'est vrai. Et ce matin en est un exemple. Hier, je vous disais, en tant que personne ayant travaillé chez Turning Point USA et ayant le plus fait de tournées avec Charlie, il y a bien une personne qui peut dire « J'ai été la tête d'affiche de plus de tournées sur les campus de Turning Point USA » que Candace Owens. Je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est très étrange de ne pas connaître le fonctionnement interne et d'accuser ensuite quelqu'un qui montre un email, comme je l'ai fait hier, prouvant que ces événements sont réservés le semestre précédent, d'accord? Il y a une longue liste d'attente. Tout le monde veut que Charlie ou Candace, ou peu importe qui, Don Jr., viennent sur leur campus. Et les sections locales de Turning Point font ces demandes très tôt. Ils en ont tellement, et donc ils sont constamment en retard sur ces demandes. Et c'est un processus très long parce que les administrations de ces campus détestent naturellement Turning Point USA en particulier, car Charlie a créé l'organisation pour perturber les campus universitaires. Alors, ils rendent la vie très difficile à ces jeunes pour tout. Quand je vous dis qu'ils leur rendent la vie dure, lorsque Charlie et moi avons parlé à Stanford, la fille, l'étudiante qui avait organisé l'événement, son grand-père possédait l'un des bâtiments de Stanford. Son nom était sur un bâtiment de Stanford. Pourtant, ils lui ont quand même rendu l'organisation de l'événement difficile, n'est-ce pas? Ça n'a aucune importance. C'est davantage le sentiment de qui vous êtes en tant que personne politique et en tant qu'organisation politique. Et ils essaieront de vous arrêter. Et c'est pour cela que c'est étrange, car cela n'est jamais arrivé pendant mes 8 ou 9 semestres de tournée. 8, 2019, l'été, 8 semestres. Avec Charlie, comme d'affilée. Il n'est jamais arrivé qu'une université fasse une demande pendant l'été alors que l'école est fermée parce que c'était, d'accord, fin juillet, il n'y avait pas cours. Et ensuite, Turning Point USA l'a honoré immédiatement. Et ensuite, c'est inscrit au calendrier. Imaginez l'université recevant cet email. Ils détestent déjà Charlie Kirk, mais ils vont l'accepter et dire qu'ils veulent honorer cela et vous donner la première semaine de la rentrée. C'est comme si c'est ce qu'ils nous disent et ça n'a aucun sens. Et j'ai souligné cela et j'en ai apporté la preuve. Avec quoi es-tu en désaccord, en fait? Quand tu interviens là-dedans, qu'est-ce qui motive ton désaccord? Ce serait ma question. Je vais lire ses tweets puis j'y répondrai. Donc, elle fait un faux débunkage total en partageant un échange de messages privés entre elle et Charlie. Voici ce qu'elle a tweeté.
Elle a dit que la dernière affirmation est que TPUSA devait forcément être impliqué dans le meurtre de Charlie parce que l'étape sur le campus de l'UVU a été approuvée en juillet. Cela n'a pas été approuvé en juillet, cela a été demandé en juillet. Et c'est un délai trop court pour un événement en septembre. Ce n'est pas vrai. Charlie m'a envoyé un message à la fin août pour un événement sur un campus début novembre. Ça fait environ 2 mois d'écart et la raison pour laquelle il n'a pas précisé quel campus, c'est parce qu'il ne le savait même pas encore. Il savait juste que ce serait en Alabama. Donc oui, il semble bien qu'une partie de la tournée des campus de cette année ait été organisée à la dernière minute et que la réservation de l'UVU pendant l'été n'est en réalité pas inhabituelle. Et on adorerait que tu te joignes à nous sur le campus le 3 novembre. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve que Charlie l'a invité à le rejoindre sur le campus le 3 novembre. S'il te donne plusieurs lieux, et je te dis ça en tant que personne qui l'a fait, j'ai travaillé pour cette organisation Ali, d'accord? C'est probablement parce que ceux-ci sont déjà approuvés, ils font déjà ces campus. Ils te demandent lequel choisir. Très souvent, on dira à ces étudiants de réserver 2 dates qui pourraient convenir, puis on reviendra vers eux pour confirmer et voir qui est disponible. Ils n'ont pas commencé à planifier cet événement quand Charlie t'a envoyé un message. Je peux te le garantir, d'accord? Ils n'ont pas reçu de demande de la part de ces campus ce jour-là. C'est absurde. Je ne sais même pas de quoi on débat. Ensuite, elle poursuit et dit ceci. Puisque certains d'entre vous ont du mal, parce que des gens ont fait remarquer que ce n'est pas ce qu'a dit Candace. C'est une demande qui est partie du chapitre UVU vers Turning Point USA. Elle dit, puisque certains d'entre vous ont du mal, toujours pas de lieu à 2 mois de l'événement. Il y a clairement un lieu parce que Charlie dit dans cette conversation le 3 novembre à Mikey McCoy en fait, le 3 novembre à 18h30. Soit Auburn, qui a 5000 places, soit l'Université de Southern Alabama. Maintenant, je vous ai dit que Charlie et moi allions nous répartir les tâches, donc il y aurait plusieurs événements le même jour. Charlie serait la tête d'affiche de l'un et moi de l'autre. Je vous le garantis, et j'ai vérifié, ils ont fait les 2 cette session, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, d'accord? Ils vous demandent lequel vous voulez rejoindre. Il se peut qu'ils réservent tous les 2 les amphithéâtres dont ils ont besoin. Mais cela n'était pas en cours de planification quand ils vous ont envoyé le message. Ils n'ont pas reçu la demande le jour où ils vous ont envoyé le message en disant « Hey, tu veux que ça se fasse? Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Je ne sais pas quelle est la nature de tout ça. » Et puis il y a Lila Rose, qui intervient sans aucune raison, si ce n'est qu'elle est une chrétienne sioniste engagée et elle dit quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Au moins, Ali montre quelque chose en rapport avec Turning Point USA. Même si elle n'a peut-être pas regardé ce que j'ai dit ou qu'elle est confuse sur la nature de la conversation. C'est bien intentionné, d'accord? Lila Rose débarque de nulle part, c'est comme si on parlait de pommes et qu'elle arrive avec une orange. Je donne aussi régulièrement des conférences sur des campus universitaires. Elle commence par dire « Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? J'ai montré l'email. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? » Je donne aussi régulièrement des conférences dans des universités. Pour donner un exemple, on vient de me demander de parler à Stanford et ils allaient organiser l'événement en 3 semaines. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas concrétisé. Ils t'ont demandé de prendre la parole. Quel est le contexte? Combien d'étudiants? Et ensuite, elle continue et donne un exemple. Quand j'ai débattu il y a quelques semaines à Yale, l'événement a aussi été organisé en 2 mois. Voilà ce qui se passe quand le principal débatteur Charlie Kirk est assassiné. Il ne nous reste que ça. Des gens qui ne savent pas faire la différence entre les pommes et les oranges. Lila. Je suis sûre que si Taylor Swift tweetait que son équipe a mis 1 an à organiser sa tournée, je ne répondrai pas en disant « ce n'est pas vrai ». J'ai accompagné Taylor Swift lors d'événements sur les campus et nous avons réussi à organiser l'événement en 6 mois. Des pommes, des oranges. Donc cet événement à Yale auquel Lila Rose a participé était avec l'Union politique de Yale. Elle existe depuis 1934. Elle fonctionne comme une machine bien huilée. J'ai pris la parole à l'Oxford Union. Ils parlent au même endroit, à la même heure. Ils changent simplement les intervenants. Vous vous asseyez avec eux. Vous dînez ensemble. Là, je parle encore d'Oxford, pas de Yale. Je n'ai pas pris la parole à Yale. Vous dînez et vous débattez avec quelqu'un, d'accord? C'est une union de débat. C'est ce qu'ils font et ce qu'ils font depuis 1934. Lila en avait une et voici une photo.
Elle compare cela, les 70 personnes qui ont assisté à ce débat, à Turning Point USA, qui organise un débat avec des milliers de personnes. Parfois un vice-président, parfois un président. Mais sur quoi débattez-vous? Qu'est-ce que vous débattez réellement? Enfin, quand vous faites une pause et que vous réfléchissez, sur quoi êtes-vous en train de débattre avec moi? Si vous voulez me contredire, montrez-moi simplement l'exemple de quelqu'un qui fait une demande et qui la voit instantanément acceptée chez Turning Point USA, qui fonctionne comme une machine, c'est vrai, mais ces événements sont importants, d'accord? Les ambulances sont requises, l'université doit vous dire, d'accord, eh bien, si vous avez 1500 personnes, alors voici la loi de l'État. Ils doivent confirmer qu'elles sont disponibles. C'est l'assurance qui doit être, blablabla, etc. Ce n'est pas la même chose, Lila, quand tu débats avec une femme plus âgée à propos de l'avortement dans une union politique, d'accord? Ce n'est tout simplement pas la même chose. Donc encore une fois, je demande, quel est leur intérêt pour qu'ils s'énervent autant parce que je dis la vérité? Parce que maintenant, je dois prendre le temps et être la reine de la mesquinerie et passer en revue chaque année depuis 2018 pour te dire quand ils ont organisé les événements parce que je peux le faire. Je peux faire chaque semestre de 2018 à 2024. Quel est l'intérêt ici? Je vais le faire. Savannah, je suis désolée. On doit le faire. Mais à quoi bon contester quelque chose et dire que ce n'est pas vrai alors que je viens de te dire que c'est vrai et que je t'ai montré des preuves que c'est vrai? Tu ne dis même rien. En fait, à ce stade, tu mens carrément. T'es extrêmement malhonnête, au minimum, de faire une vidéo et de dire qu'il ne devient pas catholique. Ce n'est pas ça, il était un évangélique engagé. Dis « je ne sais pas ». Dis juste « je ne sais pas ». Pourquoi tu fais ces vidéos? En fait, je sais vraiment. Et je partage les informations que je connais parce que nous méritons des réponses quand il y a d'étranges anomalies. Maintenant, est-ce possible que quelqu'un connaissait quelqu'un, a passé un coup de fil et a fait en sorte que ça arrive? Oui. Mais nous, le public du monde entier qui ne fait pas confiance à ce qu'on nous dit, aimerions savoir qui était cette personne qui a permis à cet événement de se mettre en place aussi rapidement, plus vite que je n'ai jamais vu un événement s'organiser, étant donné la façon dont les universités agissent avec hostilité envers les groupes conservateurs qui accueillent beaucoup de monde, ce qu'était Charlie, qui il était en tant que personne. C'était quelqu'un qui était accueilli avec hostilité par les administrations quand il s'y rendait. Parce que cela signifiait qu'il allait y avoir des manifestations. Ils vont te brûler en effigie comme ils l'ont fait à Michael Knowles lors d'un événement Turning Point USA. Il doit y avoir certains paramètres mis en place pour permettre à ces événements particuliers d'avoir lieu. Mais j'apprécie que tu partages ton expérience et la prochaine fois que Taylor Swift tweetera à propos de son expérience, je vais juste me dire « ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Taylor Swift dit « tu sais, je ne peux pas entrer dans un centre commercial. Je suis là, moi non plus. Ce n'est pas vrai, je suis entrée. Aucun fan n'a couru vers moi, Taylor Swift. Donc, évidemment, Taylor Swift ment parce que ça ne m'est pas arrivé. Comme le dit Justin Bieber, ça ne marche juste pas pour nous, mec. Bref, c'est aussi étrange pour moi que, quand on regarde sur quoi ils se concentrent, ça semble tellement mesquin, mais ensuite, ils ignorent tous les mensonges flagrants qui ont été racontés à propos de cette enquête. Genre, ils ne font pas de vidéos en mode « Oh, hey, ouais, j'ai parlé à une dizaine de chasseurs et un calibre 30-06 aurait dû le décapiter. » Ils ne se soucient pas du tout de ce genre de choses. Alors, est-ce que tu fais ça parce que tu te soucies de Charlie? Est-ce que tu fais ça parce que tu te soucies de l'enquête? Parce que si tu veux enquêter, alors enquête vraiment. D'accord. Envoie-moi un message et pose-moi une question précise. Demande-moi d'où tiens-tu cette information? Rejoins l'équipe de personnes en ligne que je ne connaissais pas avant tout ça, qui enquêtent sur ce meurtre et utilisent des sources. Fais ça. Soit tu nous rejoins, soit tu te mets de côté. C'est ce que je dirais. Parce que si tu ne vas pas faire de vidéo ou si tu fais une vidéo sur une faille évidente et que tu la minimises juste. Ce qui est un peu ce qu'Ali a fait à propos des messages Discord, des Feds. J'ai regardé un extrait, elle adoucit un peu le truc et dit « Bon, même si ces messages ont été écrits par les Feds, je pense quand même qu'il a été tué par Tyler Robinson. » D'accord, donc tu es prêt à quoi? Accorder le bénéfice du doute aux Feds alors qu'ils mentent peut-être? Mais tu ne peux pas supposer que je dis la vérité sur mon expérience après avoir travaillé avec une organisation et sur les preuves concrètes que j'ai pour appuyer ce que je dis.
Tu n'accordes aucune indulgence sur la question de savoir s'il aurait pu s'intéresser au catholicisme. L'objectif, c'est de dire la vérité, d'accord. Pourquoi vous ne faites pas d'émission? Si vous êtes tellement intéressé à démystifier les mensonges, est-ce que vous avez fait une émission sur Josh Hammer? Quand on publie des messages textes, est-ce que vous avez fait une émission en disant « Wow, Josh Hammer a vraiment menti sur l'état d'esprit de Charlie Kirk » parce que ça commence à ressembler un peu à de la propagande. Et pour moi, c'est le pire type de propagande quand tu l'enrobes en disant que les chrétiens ne devraient pas ou devraient faire ceci ou cela. J'enquête là-dessus. Ça me tient à cœur. Et de mon point de vue, si tu te mets en travers de mon chemin, je vais simplement cracher du feu et révéler la vérité. Quand je dis cracher du feu, ça veut dire montrer la vérité, révéler encore plus de vérité. Comme je l'ai dit, je vais sortir tous les emails pour qu'il n'y ait aucun débat ou contestation sur le temps que prennent ces événements à s'organiser. Voilà, c'est tout. Je n'aime pas le silence autour de ces choses-là. Je vais aussi mentionner qu'Ali a étrangement embauché Alyssa Cordova et pour moi, ça ne colle pas du tout. Alyssa Cordova était auparavant la responsable des relations publiques, la chef des relations publiques chez Daily Wire. Et quand je vous dis que cette femme est malveillante, il est difficile de mettre en mots ce qu'elle a fait subir aux gens. Et elle le fait juste pour le plaisir. C'est le genre de personne qui garde un dossier sur son bureau et elle garde intentionnellement des extraits sortis de leur contexte qu'elle envoie ensuite à des gens. Tout un petit essaim d'abeilles en ligne. Comme Ian Miles Chong, qui est un individu méprisable et qui dit, par exemple, « attaquer cette personne ». Et elle fait ça, d'ailleurs, même si vous travaillez avec elle, elle va vous saboter et faire ce genre de choses. Donc, quand je vois ce genre de revirement et que je vois qu'Alyssa Cordova travaille avec toi, je me demande si ce n'est pas simplement une sorte de méchanceté sioniste. Je pense avoir été extrêmement courtois envers les différentes perspectives que nous avons. Si nous sommes tous engagés envers la vérité, nous sommes évidemment capables de débattre. Et d'ailleurs, je précise que je serais ravie d'inviter Ali ou Lila Rose dans cette émission demain, si vous le souhaitez, pour débattre de ce que j'ai présenté jusqu'à présent, en plus de vous expliquer comment Turning Point USA organise ces événements. Je suis prêt à le faire et à apporter les preuves de ce que j'avance. Cette invitation reste toujours ouverte. Vous aurez une tribune. Si vous êtes engagé envers la vérité, ma plateforme est la vôtre. Maintenant, en parlant de relations publiques et de personnes qui devraient peut-être s'y mettre, Alex Clark mérite une augmentation. Je ne sais même pas ce qu'elle fait chez Turning Point USA. Cela nous ramène, vous savez, à Erika Kirk en tant que PDG. Les gens, nous l'avons vu mentir, d'accord? Nous l'avons vu mentir à propos de l'affaire catholique. On est censé se sentir bien par rapport à ça et penser qu'elle est traumatisée, mais elle n'était pas traumatisée quand elle a mis des bottes et s'est tenue dehors pour que le Wall Street Journal prenne une photo d'elle quelques jours après la mort de Charlie. Je ne sais pas, on dirait qu'elle allait bien. Et maintenant, c'est une star et elle a essayé de lancer son podcast en grande pompe. En fait, elle a tweeté quelques messages ces derniers jours, débordant de colère envers les gens qui posent des questions pertinentes. Voici une chose qu'elle a écrite. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de Mikey. C'est un pote, je rigole. Elle n'a pas dit ça. Je suis maintenant l'un des employés les plus anciens ici. Mickey a un vrai cœur de serviteur. Vous savez pourquoi il est allé en Corée et au Japon? Parce que mon patron, notre directeur de production, qui est père de 6 enfants, le lui a demandé. Il voyage toujours avec moi, en grande partie. Et ses enfants lui manquaient. Et il a demandé à Mikey d'y aller et de filmer à sa place, s'il te plaît. Bon, je vais juste dire une chose. Je pense qu'il est probablement allé au Japon et en Corée parce que c'est une opportunité géniale. Je ne sais pas, je suis juste quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Et si je disais « Hey, ça vous dirait d'aller au Japon? » Hip, hip, hurrah! C'est incroyable. Ça ne va pas vraiment construire une maison. Qu'est-ce que c'est? Maison pour habitat, peu importe le nom, maison pour habitat au milieu de la jungle ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une opportunité plutôt intéressante. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas simplement obtenir des réponses basiques à propos de Mikey McCoy qui nous permettraient simplement de passer à autre chose concernant ce que nous ressentons à propos de son comportement, de ce qu'il a suivi et des choses qui ont été dites à son sujet après ces événements qui nous donnent l'impression qu'il le préparait à remplacer Charlie. Et nous avons entendu ces choses de la bouche de son père. Nous avons entendu ces choses de la part de personnes de Turning Point USA.
Et si vous cherchez un fait, il a remplacé Charlie, qui devait prendre la parole à Liberty University. D'accord, c'est un fait. Alex Clark nous a aussi lancé des pics et c'est incroyable qu'elle ait dit ça en travaillant pour Turning Point USA. Voici ce qu'elle a écrit. Dans chaque épisode hommage de podcast que j'ai fait sur Charlie, je n'ai pas diffusé mes publicités de sponsors. Ma directive et mon choix pour mon équipe, nous sommes maintenant endettés envers mes sponsors. Je m'en fichais. Ça me semblait être la bonne chose à faire. D'accord. Donc Turning Point a gagné quelque chose comme 90 millions de dollars dans les quelques semaines qui ont suivi la mort de Charlie. Je crois. Au début, j'ai entendu dire que c'était 70 millions. Ça a augmenté depuis. Ils vendaient des t-shirts lors de la cérémonie commémorative, des t-shirts Freedom Charlie, par exemple. Ils vendaient des produits. Et elle essaie, je suppose, de sous-entendre que le fait que je parle de sa mort et que je diffuse des publicités pose problème. Tout d'abord, lors de notre épisode hommage, nous n'avons diffusé absolument aucune publicité. Nous n'avons même pas laissé YouTube diffuser des publicités sur cet épisode. Donc, ceci n'est pas un épisode hommage. C'est mon podcast et nous enquêtons sur ce meurtre. Et chaque personne qui fait des podcasts, que ce soit Ali qui parle de son parcours catholique, Lila qui parle de ce qui s'est passé, peu importe le contexte dans lequel il l'aborde, que ce soit PBD et son équipe, qui ont beaucoup parlé de Charlie Kirk après sa mort. Pourquoi me regardes-tu comme si j'étais la personne qui lit mes publicités? Est-ce que tu fais semblant d'avoir fait un énorme sacrifice parce que, pendant quelques épisodes, tu n'as pas diffusé de publicité? C'est de ça que je parle. Il y en avait tellement. Il y a tellement d'inauthenticité qui sort de cette entreprise en ce moment. Je suis une si bonne personne. Regardez-moi. Genre, je n'ai pas lu de publicité dans 2 de mes épisodes, mais j'ai quand même fait ce truc avec le Wall Street Journal et essayé de lancer officiellement mon podcast quelques jours après sa mort. Mais regardez-moi. J'ai refusé de... Au fait, quel était le montant total que tu as reporté? Parce que tu ne l'as pas refusé. Tu as juste reporté le fait de devoir lire les publicités et tu as dit que tu les avais faites plus tard. Il y a juste quelque chose qui me dérange vraiment là-dedans. Tu sais, ils sont en colère contre les gens qui enquêtent sur la mort de Charlie et qui les surprennent en train de mentir. C'est pour ça qu'elle est en colère. Elle est en colère parce qu'elle a menti à mon sujet dans son podcast et que je l'ai dénoncé, d'accord? Si tu ne mens pas sur moi, je n'aurai pas à le dénoncer. Si tu ne racontes pas de mensonges sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passait à Turning Point USA, sur la raison pour laquelle Charlie voulait un Doge comme elle l'a fait, oh, on fait ça chaque... Non, vous ne faites pas un Doge chaque année. Tu veux savoir comment je le sais? Parce que le Doge n'existait pas? Elon Musk. Donc, c'est quoi que tu essayes de dire? Ils veulent qu'on fasse semblant d'être vraiment stupide et c'est une manipulation émotionnelle de leur part de dire que c'est comme ça qu'on honore Charlie. Fais semblant d'être un idiot. Fais semblant de ne pas savoir comment fonctionnent les comptes. Fais semblant de ne pas comprendre ce que ça veut dire quand on dit certaines choses, puis change notre version plusieurs fois. Fais semblant que c'est tout simplement impensable que Candace puisse suggérer ça. Que nous sommes en train de dissimuler quelque chose. Oui, j'ai bien dit ça. Je n'ai pas dit que Mikey avait tué Charlie Kirk. J'ai dit que Turning Point était impliqué dans une dissimulation parce que c'est littéralement la seule raison pour laquelle les gens mentent. Chaque fois que tu mens, c'est parce que tu caches la vérité. Tu participes à une dissimulation, même si ce n'est qu'un petit mensonge. Même si, tu sais, j'essaie de faire une surprise à une amie pour son anniversaire et que je lui dis ça, je suis la seule personne qui sera là. Retrouve-moi ici. C'est un mensonge parce que je cache une certaine vérité, non? C'est à ça que servent les mensonges. Il n'y a aucune autre raison de mentir à part pour cacher quelque chose. Donc toi, quand tu as menti à propos de la question du catholicisme, ce n'était pas parce que tu avais tué Charlie Kirk, Alex. C'était probablement parce que vous étiez plus préoccupé par vos donateurs chrétiens sionistes et aussi par la pression de vos donateurs juifs. Et donc, vous avez simplement menti pour cacher la vérité sur la situation de Charlie. Canine Report USA raconte beaucoup de mensonges. Ils sont impliqués dans une dissimulation. Je l'ai dit, j'assume mes propos. Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai dit. Dites la vérité ou ne le faites pas, d'accord? Et si vous ne le faites pas, nous allons simplement continuer à enquêter et voir ce que vous en pensez. Faites une petite pause et je vais lire certains de vos commentaires. Au fait, je tiens à dire ceci. À chaque fois qu'ils lâchent tous les chiens pour quelque chose de relativement mineur, comme lorsque je dis que cet événement s'est organisé trop rapidement,
c'est qu'il y a quelque chose derrière. Comme maintenant, il faut vraiment qu'on découvre qui a organisé cet événement parce que j'ai l'impression qu'on dépense de l'argent pour que tout le monde s'affole à propos de quelque chose d'aussi mineur. C'est juste que ça a tendance à toujours se passer comme ça. Comme je le disais à propos des avions égyptiens, quand ils réagissent de façon excessive, c'est parce qu'on a touché un point sensible. Donc, on devrait concentrer notre attention sur la façon dont cet événement a été organisé. Si vous travaillez pour le chapitre UVU de Turning Point USA et que vous souhaitez vous manifester, veuillez nous envoyer un email à moretipsat@canisowens.com. Et dites-nous comment cet événement a été organisé, qui l'a spécifiquement demandé. J'ai un pressentiment à ce sujet. On est proche parce qu'il parle même d'avocat. Je veux dire, Alissa Cordova, cette attachée de presse, a vraiment écrit ceci. Si on pouvait afficher ce tweet. J'espère que tu ne... Non. L'autre, celle où elle dit... As-tu retrouvé son autre tweet où elle dit « Je ne connais pas le fonctionnement interne de Turning Point USA, mais voilà, je n'ai pas de connaissances directes, mais je suppose qu'il existe des accords de non-dénigrement entre Turning Point. » Et Candace Owens à cause de l'accord commercial de TPUSA avec Flexit. C'est étrange qu'elle sache que nous avons un accord commercial avec Flexit, mais elle dit ça et c'est un peu comme si elle laissait entendre « On pourrait te poursuivre en justice. Poursuis-moi. Je veux le pouvoir d'assignation. Je veux tous tes messages. S'il te plaît, rends-moi service aujourd'hui dans l'affaire Charlie Kirk. J'ai été claire. Je veux tout ce que vous avez contre moi, de la part de vous tous. Je ne pense pas que vous réalisiez à quel point c'est concret pour moi. J'ai tellement répondu à Alissa. J'ai dit, franchement, fille, je m'en fiche complètement. Je m'en fiche totalement. C'est fini pour moi. On est dans une nouvelle ère. C'est littéralement le temps de Dieu, d'accord? Tout ça, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle peut te traiter vraiment mal, mais un NDA t'en empêche. Donc, tu dois la laisser t'abuser. On ne fera plus ça, Alissa. On ne va plus faire ça. Peu importe quelle entreprise a besoin d'entendre ça aujourd'hui, d'accord? Vous n'avez plus le droit de vous livrer à la pure méchanceté. Vous n'avez plus le droit de vous comporter comme les enfants de Satan et ensuite de faire de petites menaces juridiques, d'accord? Tout ce qui m'est envoyé par un avocat sera désormais rendu public. C'est tout. Je me fiche de qui vous êtes. Si tu te demandes si tu dois crier au tribunal si c'est envoyé à un avocat, tu devrais probablement le faire. Tout ce que tu m'envoies est désormais public. Le temps de Satan est terminé. C'est fini, d'accord? Il n'aurait pas fallu tirer sur Charlie Kirk. Il n'aurait tout simplement pas fallu tuer Charlie Kirk. C'est ce que je dirais. Bref, le commentaire le plus liké d'hier était « Quelque part, Brigitte Macron pousse un soupir de soulagement. » Je ne sais pas, mec. Maintenant que le podcast est terminé, premièrement, les gens vont retourner regarder la série sur Brigitte Macron. Et une fois que tu la regardes, tu sais juste. Ils se disent « C'est un mec, évidemment. » C'est tellement bizarre. Comme si les médias avaient menti là-dessus. C'est comme un énorme secret. C'est l'éléphant dans la pièce. Dinesh D'Souza, d'ailleurs, a ajouté ceci sur X. Il a écrit, à ce stade, quiconque suit ce cirque le fait pour se divertir. Ce n'est pas un commentaire politique. C'est du bowling de nains. Pourquoi il écrit toujours des trucs bizarres? C'est difficile à regarder, mais impossible de détourner les yeux parce qu'il y a un nain qui vole dans l'allée, en direction des quilles. Dinesh, où est-ce que tu vois tout ça? Avant, il a fait référence à une chèvre qui couche avec un humain et il continue d'utiliser ces analogies bizarres. Genre, je pense vraiment qu'il faudrait regarder son disque dur. Je vais appeler le FBI. Je vais appeler le FBI. Je vais appeler Kash Patel s'il a fini de pleurer à cause des tweets méchants sur Internet pour sa copine et je vais appeler le FBI. Bref, pour revenir à certains de vos commentaires, nous avons gardé simplement la foi dans les droits. Quand tu as dit que tu étais le podcast numéro 1 au monde, ça m'a mis la larme à l'œil, mais je le savais. Enfin, je ne le savais pas vraiment, mais je le savais. Honnêtement, ça m'a mis la larme à l'œil quand je l'ai appris parce qu'on s'est juste battu et on ne prend pas le temps de lever la tête, de regarder les statistiques et de les suivre tous les jours. Et on savait évidemment qu'on était rapidement devenu l'un des 3 plus grands podcasts aux États-Unis. Mais quand tu te bats, que tu construis et que tu es constamment sous pression, tu es tout le temps dans une cocotte minute. C'est un peu difficile de trouver un moment pour lever la tête et célébrer quoi que ce soit. Et ça a vraiment ressemblé à ce moment-là. Donc, c'était vraiment, vraiment excitant. Merci beaucoup à vous tous de nous soutenir et de nous permettre d'être vraiment indépendants. Michael Reese écrit depuis l'Est du Tennessee pour vous. Nous sommes Allemands. Nous apprécions votre travail. Continuez à tenir tête au club des 7000. Nous vous soutenons, Michael et Wayne. Merci beaucoup, Michael et Wayne.
Je continuerai à leur tenir tête. Et je pense que nous sommes en train de gagner parce qu'ils étaient très en colère et je ne sais même pas pourquoi ils m'attaquent à ce stade. Laughing Cats écrit « Podcasteur numéro 1, si tu es un soi-disant freak selon Dinesh, alors nous le sommes aussi. J'adore que tu montres de l'amour et du soutien à Erika. J'aimerais vraiment qu'il y ait un signe qui nous permette de voir qu'elle perçoit les mensonges que nous voyons. Nous, c'est-à-dire les millions et millions de personnes qui font de toi le podcasteur numéro 1. Oui, j'espère qu'à l'avenir, nous saurons ce qu'elle sait. Évidemment, elle est au courant en tant que proche parent. Elle a accès, je suis désolée, à l'accusation. Elle peut voir quelles preuves ils ont réellement et sur quoi ils fondent leur dossier. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, je ne sais pas. C'est juste, ça n'a été qu'un grand coup d'épée dans l'eau. Tom Paul écrit « Andrew Colvett, dans l'émission d'Alex Clark, a évoqué le fait que le cœur de Charlie battait encore. Comment Charlie a-t-il pu aller instantanément au paradis s'il avait encore un pouls? Erika a vu Charlie pour la première fois dans un aéroport en Israël en mai 2018 avec sa mère. Il existe une vieille vidéo où elle en parle. Oui, je crois que j'ai vu cette vidéo. Je pense qu'ils en ont même parlé dans d'autres vidéos qu'ils ont faites ensemble. Je crois que j'étais avec Charlie, d'ailleurs. C'était peut-être pour l'inauguration de l'ambassade. Mais je ne me souviens de rien, en fait, dans ma mémoire. Je vous assure, après avoir eu des enfants, je n'arrive plus à me rappeler de choses précises. Je dois toujours retourner vérifier dans un email. C'était peut-être pour l'inauguration de l'ambassade. Je n'en suis pas sûre. Mais oui, concernant ce cœur qui battait encore s'il est allé instantanément au paradis, Andrew n'a-t-il pas donné une explication? C'était justement l'une des raisons pour lesquelles les gens demandaient comment il avait pu être opéré. Parce qu'ils ont expliqué qu'il était mort sur le coup. D'ailleurs, il n'y avait pas que Erika. Frank Turek l'a dit sur scène qu'il savait dans la voiture qu'il était parti, mais qu'il avait peut-être encore un pouls. Encore une fois, ce serait une excellente chose puisqu'ils en ont parlé, qu'Andrew ou Frank Turek y répondent. C'est quelque chose de très simple pour eux à clarifier, pour dissiper toute confusion. Jessie Webb écrit « L'incroyable, héroïque, exceptionnelle, intrépide, talentueuse, intelligente et magnifique reine Candice des podcasts. Incline-toi. Rien ne peut t'arrêter. Le peuple s'est exprimé et nous choisissons la vérité et la lumière plutôt que le mensonge et l'obscurité. Le Christ est roi. » J'aime vraiment le fait qu'on ait l'impression d'être dans un moment de vérité et de lumière. Beaucoup de choses sont révélées. Cela peut être stressant. C'est certainement frustrant, surtout pour moi, d'être constamment sorti de mon contexte et de voir des gens mentir aussi délibérément à mon sujet alors que je dis la vérité. Mais je sais qu'il se passe quelque chose d'autre, il y a vraiment quelque chose de spirituel en ce moment. Et nous fonçons tous vers la lumière, c'est vraiment ce que je ressens. Les démons crient le plus fort lorsqu'ils sont exposés à la lumière. Brad Atkins écrit « Je prie pour vous en Caroline du Sud, le Seigneur Jésus-Christ est roi. » Merci, Brad. MD Turner écrit « Tu es au top, même si les dirigeants australiens idiots ne te laissent pas entrer, continue de les harceler. Eh bien, je pourrais refaire une demande dans environ 1 an. Donc peut-être que j'essaierai de revenir en Australie. » Goodbean écrit « Le temps finira inévitablement par atténuer la douleur de la perte de Charlie. Notre cerveau est conçu ainsi pour notre protection. Alors, s'il vous plaît, ne laissez pas ces petits renards vous distraire de votre mission. Je te couvre. Allons-y. Bonbon haut. Merci beaucoup. Je ne suis pas distrait. C'est la seule chose sur laquelle ils ne peuvent pas me distraire. Fais-moi confiance. Ils n'ont aucun pouvoir ici, vraiment. Pour découvrir ce qui s'est passé, je serai implacable. En général, je suis implacable sur des sujets qui n'ont pas autant d'importance dans ma vie personnelle. Brigitte Macron, je veux dire, c'est un problème plus général lié au pervers et au pouvoir. Mais celui-ci l'est. Il est tout simplement sinistre. C'est tellement maléfique. C'est inconcevable à envisager. Qu'est-ce qui doit être vrai pour expliquer toutes ces zones d'ombre dont souffrent ceux qui posent des questions? Et je savais, depuis le tout début, que cela ne se passerait absolument pas de la même manière que pour JFK, pas du tout, vraiment pas. Nous allons enfin obtenir des réponses. Ce problème va être résolu. Et c'est pour ça qu'ils sont inquiets, parce que nous n'abandonnerons pas. Nous n'abandonnerons pas. Armana écrit « Candice, c'était une remarque tellement sage. Je ne peux pas pardonner tant que je ne sais pas ce que je pardonne. Merci de l'avoir dit. Je parle simplement et exprime ce que j'ai sur le cœur. Je me demande, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je n'y arrive pas? Et c'est ça la réponse. Je ne sais pas ce que je pardonne. À qui est-ce que je pardonne? Comment dit-on « je te pardonne » ? Je parle de moi ici. Si je ne sais pas à qui je dois pardonner, il faut que j'y arrive.
Elle continue. Tout le monde lutte avec Dieu, peu importe à quel point ils sont dévoués à leur foi. J'espère que la vérité l'emportera. Le Christ est roi. Maria écrit. Merci de rester authentique. Ne laisse jamais personne entraver ton intuition. Quand ton âme sent que quelque chose ne va pas, c'est que ça ne va pas. C'est la vérité. Oui, nous sommes faits ainsi. Notre instinct, c'est notre instinct divin et beaucoup de gens nous mentent, y compris des personnes dont je pense qu'elles ne devraient pas nous mentir, mais elles le font. Juan Antonio écrit « Candace, tu devrais t'associer avec Dave Smith, Yann Carroll et Jimmy Dore, former une coalition, partager des éditeurs, promouvoir et lancer Occupy Wall Street 2.0 et la Fed, réaliser le rêve de Tupac. D'un nouveau parti. » Je pense que je suis tellement traumatisée d'avoir été et d'avoir travaillé pour quelqu'un d'autre que je ne sais pas si je pourrais un jour retravailler pour quelqu'un, mais former une coalition et s'entraider. Nous le faisons déjà en coulisses. Je ne l'ai pas fait avec Jimmy Dore, mais pour ce qui est des autres, Yann Carroll, on s'envoie des messages régulièrement. Dave Smith, on s'envoie aussi des messages régulièrement quand on partage des informations, qu'on se pose des questions ou qu'on demande des conseils. Et j'admire ces personnes pour ce qu'ils font. Je n'admire même pas ces gens-là. Je regarde à côté de moi et je vois ces gens et je sais que nous sommes comme alignés, unis et qu'il y a comme une armée qui se lève. Et j'ai l'impression que c'est l'armée de Dieu. J'adorerais travailler avec Jimmy Dore. J'ai adoré ses vidéos et il m'a fait rire avec ses reportages sur les choses absurdes qu'on nous racontait au sujet de l'assassinat de Charlie Kirk. Une mini Barbie Mina. Écrit « Salut Candice, je m'appelle Mina. Tu as eu un impact positif sur ma vie. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Ça me ferait plaisir si tu me souhaitais joyeux anniversaire. Je t'aime. Que Dieu te bénisse. Joyeux anniversaire, Mina. J'espère que tu passeras une journée fantastique. Ton anniversaire a déjà de super bonnes ondes parce que nous sommes le podcast numéro 1 au monde. Donc, nous n'oublierons pas ton anniversaire. Nous n'oublierons pas le 6 novembre. Nous ne l'oublierons pas. C'est une grande victoire. Nous devrions être heureux. Nous devrions le célébrer. On peut se vanter un peu. Je me vante avec une vraie humilité parce que je sais que nous n'aurions pas pu faire ça sans vous. Vous avez toute la folie en coulisses, même moi qui fais venir mon équipe avec moi depuis Daily Wire. Et je me souviens que Skylar m'a envoyé un message en me demandant « Bon, tu vas m'écrire une offre par email? » Et moi, j'étais là. Je ne sais pas ce que je fais. Tu sais ce que je suis censée faire? Une offre pourquoi? Et heureusement, mon mari a tout organisé. Mais ce sont maintenant de très bons souvenirs parce que tu sais, je leur ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous ne pouvons pas vous offrir d'assurance santé la première année. Ça pourrait échouer. Donc, vous prenez un vrai risque. Allez en parler à vos familles et voyez si c'est quelque chose que vous voulez faire. Et ils ont dit oui. Et maintenant, nous sommes le podcast numéro 1 au monde. Donc, ils m'ont fait confiance et on a travaillé d'arrache-pied. Et voilà où nous en sommes. Alors, merci à vous de nous avoir soutenus dans ce parcours à mes tout premiers propriétaires de Standish Cup. Le tout premier Standish Cup blanc, Christ est roi. Je vous vois. Je vous aime, les gars. Vous étiez là dès le début et vous avez fait partie de cette aventure. Et donc, ça fait du bien aussi. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part les gens du club de lecture, tous ceux qui se sont inscrits sur le site CandiceOwens.com. Et on ne savait pas ce qu'on faisait. Juste, je vous aime tous tellement. Et on se retrouve demain.